public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts, son. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la transition du Libor vers un nouveau benchmark de référence. L'industrie financière fait largement recours au taux de référence, que ce soit pour mesurer la performance d'un fonds, rémunérer un dépôt ou encore tarifer un crédit. Le Libor, ou encore London Interbank Offered Rate, est un de ces taux d'intérêt de référence. C'est le taux auquel les banques peuvent emprunter sur le marché interbancaire à court terme, sans garantie. Les taux Libor sont calculés sur la base de données communiquées par un panel de banques répondant à la question « À quel taux pensez-vous que les autres banques vous prêteraient de l'argent ?» en enlevant les 25% les plus élevés et les plus faibles. Ces calculs sont basés sur des transactions hypothétiques et donc non réelles. Le Libor est régi par la Financial Conduct Authority, ou encore FCA, équivalente de l'AMF au Royaume-Uni. Depuis 2014, le Libor est désormais calculé pour 7 échéances et 5 devises. Cela signifie que 35 taux Libor sont publiés tous les jours. Les ténors 1 mois ou 3 mois du Libor sont la référence de taux d'intérêt la plus couramment utilisée sur le marché du dollar américain. En théorie, ce dispositif est bien plus stable qu'un taux d'intérêt interbancaire reposant sur une seule devise. Depuis la crise financière de 2008, le volume des emprunts non garantis contractés par les banques n'a cessé de diminuer, environ 500 millions de dollars par jour en 2018 pour le Libor 3 mois. Ceci est principalement dû à des changements réglementaires, en particulier ceux qui exigent que les banques soient financées par la dette à long terme. Faute de transactions, la FCA ne peut obliger indéfiniment les banques réticentes du panel à contribuer au Libor. Le Libor étant basé sur des soumissions des banques du panel, il est donc facile à manipuler. Plusieurs scandales de manipulation ont d'ailleurs éclaté entre 2008 et 2012, où des banques comme Barclays, UBS ou encore Deutsche Bank ont été lourdement sanctionnées avec des amendes à plus de 10 milliards de dollars. En juillet 2017, ces inconvénients ont mené la FCA à faire part de sa volonté à vouloir faire disparaître le Libor d'ici fin 2021, à l'exception du Libor USD qui lui finira le 30 juin 2023, à l'exception des ténors 1 semaine et 2 mois. En ce qui concerne le Libor USD, on a d'abord pensé au taux Fed Funds, qui est le taux d'intérêt au jour le jour le plus couramment utilisé. Cependant, comme le Libor, les taux Fed Funds ont été touchés par la crise et les volumes sont encore relativement maigres. Ils sont passés de 250 milliards de dollars par jour avant la crise financière à environ 80 milliards de dollars par jour fin 2018. En plus du volume, un taux d'intérêt de référence doit également être robuste, ce qui n'est pas le cas des taux Fed Funds. Enfin, la Fed a demandé à l'Alternative Reference Rate Committee, ou encore ARC, de ne pas choisir les taux Fed Funds en tant que candidat au taux de référence. Des taux sans risque, ou encore risk-free rate, ont donc été désignés pour chaque devise dans laquelle le Libor est actuellement publié. En juin 2017, le SOFR a donc été désigné comme remplaçant au Libor USD. Le SOFR, ou encore Secured Overnight Financing Rate, est un taux overnight basé sur les transactions du marché repo aux États-Unis. Ce taux est garanti par des titres du Trésor américain. Relativement nouveau, il a été publié pour la première fois en avril 2018 par la Banque fédérale de New York. Les marchés des repos du Trésor américain sont liquides et profonds. Nous avons un volume d'échange quotidien pour le SOFR moyenné à environ 950 milliards de dollars par jour ces derniers mois. Contrairement au taux Fed Fund ou au Libor, les changements de réglementation n'ont pas réduit l'activité dans le marché repo. La robustesse actuelle et donc future du SOFR est l'une des raisons pour lesquelles il a été choisi comme taux de référence. Comme le SOFR pour le Libor USD, d'autres RFR seront utilisés comme substitut aux autres devises du Libor. En 2020, les taux Libor servent de point de référence pour des transactions financières de plus de 400 milliards de dollars, ce qui rend la transition des taux Libor vers les RFR plus complexe. Il ne faut pas considérer le taux SOFR comme un substitut au Libor, car il n'y sera pas exactement équivalent. Nous avons vu précédemment que contrairement au Libor, le SOFR est un taux garanti basé sur des transactions réelles, plus liquides et avec une seule maturité, à savoir l'overnight. Mais il existe d'autres différences majeures. Comme nous pouvons l'observer sur cette capture d'écran Bloomberg, même au jour le jour, le SOFR est environ 7 fois plus volatile que le Libor et reste malgré tout plus volatile que les taux Fed Fund. Contrairement au Libor, le SOFR ne peut être calculé que grâce aux données historiques des transactions avec une approche rétrospective dite backward-looking. Des moyennes composées sur les périodes d'intérêt les plus couramment utilisées, à savoir le 1 mois, 3 mois et 6 mois, sont publiées par les régulateurs des RFR.
Même en overnight, nous observons un écart entre le Libor et le SOFR. Cet écart se justifie par l'absence du risque de crédit bancaire chez les RFR. Le SOFR est donc inférieur au Libor sur la période équivalente. Ce spread est défini par l'ISDA et calculé par Bloomberg. Par exemple, début 2021, les écarts indicatifs pour remplacer les Libor à 3 mois étaient de 26 BP pour le SOFR. Au-delà des aspects légaux et contractuels, les institutions financières vont devoir faire évoluer une partie de leur processus interne. Cette transition de taux devrait être justifiée auprès des clients, sans oublier que de nouveaux produits devront être développés pour être adaptés à la nature des nouveaux taux.